question de dialogue. Faut-il ou pas une médiation internationale, une transition de 3 ans avec un président de la majorité présidentielle, un premier ministre de la société civile, un vice-président de l'opposition. Voilà la position de Némoine Nsemi, la question du financement des élections. Voilà un peu ce qui fait l'actualité de la semaine. Dans un premier temps, c'est Leyemba, je sais pas, nous sommes là en plein processus électoral. Est-ce que l'UNC vraiment est prête? Merci beaucoup pour l'invitation, J.R. Monkolo. L'Union pour la nation congolaise, mon parti, nous sommes prêts à aller aux élections et je vais vous surprendre que nous avons déposé des candidatures pour la députation provinciale dans toutes les circonscriptions électorales pour vous dire que nous nous préparons sérieusement pour toutes les échéances électorales à venir. Donc nous affûtons nos armes et nous nous préparons conséquemment face à la bataille électorale qui s'annoncera déjà rude. Oui, vous êtes prêt, l'UNC, mais vous ne pouvez pas gagner sur tous les scrutins présidentiels sans vous associer à d'autres ténors de l'opposition dans un scrutin à tour unique. Quel est l'état des lieux aujourd'hui, là, des relations, tout ça, des alliances que l'UNC tisse avec d'autres compartiments de l'opposition? Merci de m'offrir l'occasion de saluer nos partenaires parce que l'UNC, nous disons avec notre président national Vital Kamerhe qu'on ne pourra jamais faire seul. C'est la conjonction des forces qui nous fera arriver et pour gagner même la bataille présidentielle. Donc nous ne cheminons pas seuls, nous avons des partenaires de l'opposition. Permettez-moi de citer certains d'entre eux, l'honorable Mukonkole, le président Jalicien Boussa et bien d'autres, Fayoulou et bien d'autres aussi. Donc nous conjuguons nos efforts, ceux qui sont forts à l'est, à l'ouest, au centre et partout ailleurs. Nous nous mettons ensemble pour voir comment renverser la vapeur en 2016. Ok, renverser la vapeur en 2016, on note quand même beaucoup de tenants de l'opposition aujourd'hui ne sont plus avec vous. On voit Stimbikai, on voit par exemple Bitagwira qui est dans une opposition citoyenne et l'autre c'est nationaliste. C'est pas, ça ne vous inquiète pas le fait qu'au fur et à mesure qu'on s'approche de 2016, on se rend vraiment compte qu'il y aura même des ténors de l'opposition qui traversent avec armes et bagages pour l'autre camp. Non, ça ne nous inquiète pas parce que nous nous préparons conséquemment et sérieusement. Vous connaissez l'homme politique congolais pour la plupart, donc qu'il traverse la rivière. Ce que cela ne vous étonne pas parce que nous n'avons peut-être pas les mêmes ambitions tous. Pour certains, sont des ambitions personnelles et pécuniaires, mais pour l'Union pour la nation congolaise et son président Vital Kamerhe, nous, c'est le souci du Congolais qui nous préoccupe au plus haut point. Nous n'avons ni l'intention ni l'ambition de trahir le peuple congolais comme l'ont fait certains d'entre nous, mais que cela ne vous n'ébranle pas vos foi. Ils ne représentaient aussi peut-être pas grand-chose. Libre à eux, nous sommes dans une démocratie. Ils ont la latitude de choisir dans quel camp ils peuvent se positionner, mais pour nous, nous saluons et nous les observons, libres à eux de prendre position pour l'autre camp. Oui, malgré le fait que l'UNC, en tout cas, a son ancrage dans l'opposition, que vous menez ce combat-là pour le changement, mais il y a quand même certaines langues qui disent que, en tout cas, l'UNC n'a jamais coupé le cordon ombilical avec la majorité présidentielle et que vous serez des tops au service de la majorité présidentielle pour infiltrer, détruire l'opposition. Non, ça c'est un vieux débat, JR. C'est un très vieux débat et d'ailleurs, si c'était une chanson, ça serait classé sur la liste des chansons qui ne font plus danser. L'Union pour la nation congolaise, certes, nous traitait de ce que vous venez de dire là, mais nous avons fait preuve sur terrain, nous avons gardé notre constance dans des prises de décision, nous étions toujours aux côtés du peuple congolais. Preuve, c'est, rappelez-vous, des derniers événements de janvier 2015 ici, où l'Union pour la nation congolaise avec son président Vital Kamerhe, nous avons donné un mot d'ordre pour que la population, avec le père de l'opposition, nous soyons tous dehors pour barrer la route à ces projets de loi qui tentaient à obliger ou à conditionner la tenue des élections, surtout présidentielles, au recensement. Vous aurez remarqué que la population avait répondu massivement, contrairement à d'autres structures
politique qui avait appelé la population à ne pas manifester contre ces projets de loi, mais vous aurez remarqué avec nous que la voix de l'UNC était acceptée par la population et la population s'était prise en charge pour dire non au glissement au mois de janvier. C'était une façon de prouver aussi pour la population que Vital Kamerhe est bel et bien leur fils, parce qu'il y avait des gens qui les traitaient de ne pas être congolais. C'était une façon pour la population congolaise aussi de dire que Vital Kamerhe était bel et bien un opposant. Voilà, Vital Kamerhe est bel et bien congolais, il est bel et bien opposant. Ça, ce sont les propos de Sele Yemba. Il est interfédéral adjoint de l'UNC pour la ville de Kinshasa. Il est chargé de communication du parti cher à Vital Kamerhe. Nous allons en tout cas prendre notre première image de la semaine. Nous allons proposer à nos téléspectateurs l'entretien que nous avons eu avec votre chef, c'est l'interfédéral de l'UNC Kinshasa, l'honorable Jean Baudouin Mambeke, où nous avons évoqué avec lui la question relative au fait que l'opposition boude les projets de loi portant répartition des sièges au niveau de l'Assemblée nationale. Il a aussi évoqué la question du financement des élections. Il a même répondu à ceux qui disent que la RD Congo n'a pas de sous pour organiser les élections. Et lui estime que l'argent existe et que parce que chaque année, en tout cas le budget de la RD Congo prévoit une grosse somme d'argent pour les élections. Et il a aussi donné son point de vue sur la question du glissement de mandat des élus. Et suivant l'honorable Jean Baudouin Mambeke, il a été interrogé par Papi Bokamba. Et voilà, suivant. Du budget, ça n'a pas été fait. Alors qu'on ne raconte pas, qu'on ne vous dise pas des histoires. Il y a l'argent, qu'on sorte l'argent des élections. Si on dit qu'il y a... Dans un entretien avec CCTV, l'honorable Jean Baudouin Maillot explique d'abord pourquoi l'opposition boude le projet de loi sur la répartition des sièges. La session extraordinaire a été convoquée conformément à la Constitution, ça c'est un fait. Mais elle nous dérange parce qu'à son ordre du jour figure un point qui ne nous satisfait pas. C'est le point relatif au projet de loi sur la répartition des sièges en ce qui concerne les élections municipales, locales et urbaines. Pourquoi ces projets de loi nous dérangent-ils? D'abord, que ce soit le projet de loi ou les annexes à la loi, tous ces textes-là violent l'article 5 de la Constitution, en son dernier alinéa, lequel alinéa dispose que tout Congolais de sexe masculin ou féminin ayant atteint l'âge de 18 ans doit voter. Alors personne ne peut l'en empêcher si ce n'est pas une loi. Dans ce pays, il n'y a pas eu de loi qui interdit à tous ceux qui en 2011 n'avaient pas encore atteint 18 ans et qui les ont atteints aujourd'hui, voire dépassés, de voter. Aucune loi. Qu'on nous présente cette loi-là, elle n'existe pas. Donc, ces citoyens congolais qui représentent plus ou moins 8 millions d'habitants doivent voter de par la Constitution. Or, la répartition qu'on nous amène là ne tient pas compte de ces nouveaux majeurs. Il y a violation de la Constitution. Et devant la violation de la Constitution, tout Congolais a le devoir de protester, conformément à l'article 64 de la Constitution. C'est pour cela que nous ne voulons pas nous engager dans une telle entreprise de violation de la Constitution. Deuxième chose, la CENI elle-même, dans son rapport, qui nous a été distribué à la fin de la session, dit qu'il n'est pas possible d'organiser les élections locales, municipales et urbaines avant de stabiliser la situation de groupement à travers l'étendue du territoire
nationale. Ça, c'est la CENI qui le dit. Mais alors, d'où vient qu'on nous amène soit un projet de loi ou les annexes sur la répartition pendant que cette situation n'est pas stabilisée? Qu'est-ce que nous n'avons pas vu lorsque le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, le professeur Évariste Bochab, est venu avec le projet de loi que nous n'avons pas reçu? Il a été renvoyé avec sa loi. Qu'est-ce qu'on n'a pas constaté? Il y a des groupements qui figurent sur sa loi, sur sa liste, mais qui n'existaient pas sur terrain. Comment vous pouvez expliquer une telle situation dans un pays sérieux? Un groupement qui figure sur la liste du vice-premier ministre, mais qui n'existe pas sur terrain. Il y a des groupements aussi qui existent sur terrain, qui existent depuis l'époque coloniale. Je donne l'exemple du groupement du feu, le premier président de la République démocratique du Congo, Kasavubu. Ce groupement-là ne figure pas sur la liste de Bochab. Comment expliquer qu'un tel groupement qui existe depuis l'époque coloniale ne figure pas sur la liste? Et il y en a beaucoup. La CENI a donc raison de dire qu'il faut au préalable stabiliser la situation des groupements. On a beaucoup tripoté avec la situation des groupements. C'est tout celui qui voulait avoir son groupement qui allait au ministère de l'Intérieur et se le faisait reconnaître. Il y a même des groupements qui se retrouvent à cheval sur 2 ou 3 territoires à la fois. Est-ce possible? Est-ce normal? Ces situations-là font que nous ne puissions pas nous régler sérieusement et de manière responsable une quelconque loi ou des annexes sur la répartition des sièges. L'interfédéral de l'UNC Kinshasa évoque ensuite la question relative au financement des élections. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas de moyens. Ça, ce n'est pas notre langage. Nous disons qu'il y a des moyens pour organiser les élections. Pourquoi nous le disons? Si vous prenez le budget 2012, vous le consultez, vous verrez qu'il y a 236 millions de dollars américains qui avaient été provisionnés pour les élections. Budget 2013, 250 millions de dollars. Budget 2014, 248 millions de dollars. Budget 2015, autour de ça. Prenons la moyenne de 250 millions de dollars sur 4 ans. Ça donne quoi? Ça donne 1 milliard de dollars. Et on nous dit que les élections coûtent 1 milliard 100 millions. Vous ne voyez pas qu'on est arrivé. Cet argent existe. Il est là. Il faut qu'on le sorte. Vous avez entendu, vous, qu'on a arrêté quelqu'un pour avoir détourné l'argent des élections. On n'a arrêté personne parce que cet argent existe. Qu'on arrête de nous raconter des histoires. Qu'on sorte l'argent. Nous voulons des élections provinciales. En 2015, sénatoriales. En 2015, des gouverneurs et vice-gouverneurs de province. En 2015, législative nationale en 2016 et présidentielle en 2016. Voilà, parce qu'il y a l'argent pour ça. Celui qui va nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour ça, qu'il nous montre celui qui a détourné cet argent. Enfin, l'honorable Mayo dit s'opposer à tout glissement de mandat au-delà du délai constitutionnel. Le peuple congolais s'est définitivement engagé dans la démocratie. Lorsque le peuple vous a donné un mandat de 5 ans, comme il a donné à moi, j'ai reçu un mandat de 5 ans du peuple congolais. À la fin du mandat, il faut se remettre au peuple pour qu'il vous renouvelle ses mandats. Parce que moi, j'ai la possibilité de renouveler mon mandat. C'est seulement le président de la République, le président Kabila, qui lui n'a pas la possibilité de renouveler son mandat parce qu'il est en train de puiser son 2e mandat. Pour lui, c'est terminé. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas de transition. Ça, c'est la tricherie. Ça, c'est la tricherie. Le peuple ne doit pas accepter ça. Et nous n'allons pas cautionner ça.
Nous sommes clairs là-dessus. Calmons-nous, que le jeu soit clair et serein. Remettons-nous au peuple pour ceux qui le peuvent encore, comme moi et beaucoup d'autres. Excepté le président Kabila qui, lui, ne peut plus se représenter. Oui, nous venons de suivre honorable Jean Boté Mambeke de l'UNC, c'est Yemba, de tout ce que l'honorable Jean Boté m'a dit. Je note par exemple, en tout cas, il est contre toute idée du glissement, du dépassement du délai constitutionnel. Ce n'est pas, et pourtant, avec réalisme, l'honorable Limouane Nsemi a estimé par exemple que organiser les élections aujourd'hui, sans les recensements, sans l'identification de la population, nous risquons de nous retrouver en tout cas dans une catastrophe post-électorale et que la solution idéale à ceci idoine, c'est de glisser ensemble et la majorité de l'opposition de la société civile avec une transition de 3 ans. Et le président Kabila reste en place pendant cette transition avec un premier ministre issu de la société civile et un vice-président de l'opposition. Je ne sais pas vous au niveau de l'UNC, comment est-ce que vous avez accueilli une telle proposition? Ce n'est qu'une proposition. Oui, ce n'est qu'une proposition et tout Congolais est libre de mener une réflexion sur les questions brûlantes du pays. Mais permettez-moi de saluer l'honorable Jean Boté Mambeke pour sa brillante intervention, qui d'ailleurs est la ligne maîtresse de notre parti politique. Nous sommes contre les glissements, comme il a si bien dit, mais pour ce que venait de dire l'honorable Limouane Nsemi dans son opposition mystico-politico-religieuse, ça n'engage que lui-même, et c'est très grave que ça vienne d'un intellectuel qui, avec à la limite beaucoup de légèreté, accepte à ce qu'on viole la Constitution et que tous nous allons dans un schéma de glissement. Il peut être sûr d'une chose, que l'Union pour la nation congolaise et le peuple congolais ne glisseront ou n'accepteront aucun glissement. Et Monsieur JR, je peux vous certifier qu'il n'y a personne qui glissera. C'est-à-dire le calendrier électoral, nous allons les respecter parce que pour nous, la Constitution, le respect de la Constitution est non négociable. Nous ne pouvons pas comprendre. Les amis, après avoir nous géré presque pendant 4 ans et demi, qui se réveillent un matin et nous disent qu'il n'y a pas d'argent pour organiser les élections. Je salue les propos de Maître Mayo qui dit non, il y a de l'argent parce que nous n'avons pas appris que quelqu'un était arrêté, que quelqu'un était même soupçonné et que quelqu'un aurait aussi démissionné après ces dossiers ou bien dans ces malversations financières. Nous comprenons que l'argent est quelque part, c'est au pouvoir en place de nous disponibiliser de l'argent, de donner de l'argent à la CENI pour que celle-ci, à son tour, organise les élections. Donc cette histoire de glissement que prône Limouane Nsemi et allant jusqu'à proposer 3 ans de transition, je me suis posé des questions, il venait d'où pour avoir une pareille réflexion? Parce que c'est une réflexion tentaculaire qui risque de nous amener plus loin que ce que nous avons vécu au mois de janvier. Donc si l'honorable Limouane Nsemi peut se ressaisir et voir les choses du bon côté, nous n'aimerions pas qu'après le combat qu'il a mené, qu'il puisse quitter la scène politique ou alors même entrer dans l'histoire par la petite porte. JR, je vais vous surprendre. Est-ce que vous savez que Floribert Chebeya a été assassiné selon la VSV parce que dans les jours qui suivaient, il devait rendre publique son analyse sur le massacre de Bundu Dia Congo. Ça, c'est craché sur le mémoire des gens qui ont... Par exemple, c'est le cas de l'honorable Limouane Nsemi dit, par exemple, que Jésus-Christ avait été aussi malmené, il a pardonné. Nelson Mandela a été malmené avec ses frères noirs en Afrique du Sud pendant autant d'années. Il a pardonné aussi. Est-ce que ce n'est pas aussi faire preuve de grandeur d'âme que de pardonner? Non, le pardon n'exclut pas la justice. Lui ont causé du tort et de parler avec eux. Non, le pardon n'exclut pas la justice, cher ami. Il y a quand même des gens qui sont morts dans le bas Congo, les massacres de Bundu Dia Congo. Mais l'autorité morale de Bundu Dia Congo ne pouvait pas faire quand même un revirement de 190 degrés seulement comme ça, sans explication.
Et nous comprenons que c'est après avoir vu le président de la République au Palais de la Nation qu'il a pris cette position. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils se sont échangés entre eux. Est-ce que c'était des papiers, des billets de banque ou seulement des paroles, pour ne pas dire des propos? Peut-être qu'il y a eu échange de beaucoup de choses à part les paroles qui ont fait à ce que l'homme change aussi sa position, voilà, ignorant et oubliant ceux qui sont morts pour son combat. Vous n'étiez pas lorsque Nemwanda Nsemi était reçu par les chefs de l'État. Bien évidemment, nous ne l'accusons pas de se faire corrompre. Voilà, à moins que vous deveniez, je ne sais pas, un devin pour deviner ce qui se sont échangés. Mais officiellement, c'est dans ce que nous avons appris, se sont échangés des belles paroles et ça s'est transformé en pardon. Et c'est une bonne chose pour la République. Et on passe à autre chose. Nous allons prendre en tout cas le point de vue d'un parti politique de la majorité présidentielle sur le fameux dialogue qui est en tout cas en gestation. Nous suivons. Nous, l'Union du peuple congolais, UPECO en sigle, 1. Soutenons le président de la République pour le dialogue et le respect du calendrier présenté par la CENI. Et demandons au gouvernement congolais de mobiliser les fonds nécessaires pour la tenue des élections. Deuxièmement, nous invitons la communauté internationale à accompagner la RDC dans l'exécution de ces calendriers. Troisièmement, aux grandes nations qui soutiennent la démocratie d'apporter leur pierre à l'édifice pour l'organisation de ces élections. Quatrièmement, l'UPECO soutient également les processus en cours d'installation des nouvelles provinces et du dialogue national. Cinquièmement, profitons par la même occasion de lancer un appel pathétique à l'opposition radicale en les invitant de venir participer au dialogue. Seul cadre idéal capable de rassurer les uns des autres sur les processus électoraux apaisés. Pour la médiation, après 55 ans de l'indépendance, la RDC est suffisamment mûre. Le peuple congolais sont déjà matures. Nous refusons donc toute médiation internationale au dialogue. Nous soutenons un dialogue national entre Congolais pour les Congolais, dirigé par les Congolais. L'UPECO prend le peuple à témoin, le peuple congolais, et demande à tout le peuple congolais de prendre le train du dialogue qui est déjà en marche. Oui, ça appelle quelle réaction de votre part? Le CG de l'Union du peuple congolais UPECO, parti majorité présidentielle, voilà, un appel au dialogue, au respect du calendrier électoral. Il demande au gouvernement de mobiliser les fonds pour les comptes de la CENI afin d'organiser les élections à temps voulu. Soutient le dialogue, il en appelle, il lance un appel pathétique à vous de l'opposition radicale de pouvoir en tout cas se joindre à ce dialogue qui est un cadre qui idéal pour baliser le chemin. Et 55 ans après l'indépendance, s'il devait y avoir dialogue, en tout cas pas question d'une médiation internationale. Non, ici, il n'est pas question de 55 ans après l'indépendance. S'il devait y avoir dialogue, il devait aussi y avoir un médiateur congolais. N'analysons pas des choses avec beaucoup de bassesse jusqu'à ce point-là. J'ai senti une petite contradiction dans le propos du secrétaire général de l'UPECO. Voilà. Il y a tellement de partis politiques, nous en avons déjà presque 500. Oui, mais c'est que le secrétaire général ignore, parce qu'il a parlé que tout le monde vienne au dialogue et que dans ces dialogues, ou bien qu'on respecte les calendriers électoraux, que le gouvernement mobilise le fonds, qu'on aille aux élections. En fait, le secrétaire général a essayé de mettre un peu beaucoup d'amalgame dans ce propos. J'aimerais donner des éclaircissements.
Sur la question de mobilisation des fonds, nous avons dit qu'il revenait au gouvernement de le faire et que le gouvernement, s'il ne le fait pas encore, c'est une mauvaise foi. Mais ce que l'homme devait savoir sur le calendrier électoral, à l'heure actuelle, le calendrier est désarticulé comme vous n'avez pas idée. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'événements qui devaient avoir lieu, dont malheureusement les dates et les échéances sont déjà passées. Sur ce, nous, l'UNC, nous, l'opposition, nous avons proposé déjà un schéma. Pour nous, il n'est pas question d'organiser les élections locales parce qu'elles nous demandent beaucoup de temps, parce qu'elles nous demandent beaucoup d'argent. Il n'est pas opportun de les organiser avant les élections législatives, provinciales, nationales et présidentielles, pour des raisons que je venais d'évoquer. Et nous avons proposé à ce que ces élections soient postposées, que le président de la République qui va entrer en fonction organise calmement et dans de bonnes conditions ces élections locales. Parce que les couplets avec les élections provinciales, ça risque de nous amener encore plus loin. Et le schéma de la majorité est le suivant. Coupler les élections provinciales et les élections locales, sachant que ça va nous prendre beaucoup de temps, et au finish, les autres élections des gouverneurs, des sénateurs, des présidents de la République, automatiquement soient repoussées et que nous tombons dans un glissement du calendrier électoral. Nous nous retrouvons dans un vide où M. Joseph Kabila restera encore président de la République au-delà de 2016. Alors, la réalité des choses est que c'est ça le schéma du pouvoir en place. Voilà pourquoi nous, voyant les choses au loin, nous avons dit non, ça c'est un piège qu'on nous organise ces élections avant la tenue des élections provinciales, avant la tenue des élections nationales, j'avais dit des élections nationales et présidentielles. Donc, pour nous, le secrétaire général de l'UPECO, une autre précision sur la question du dialogue. JR, nous voulons savoir concrètement de quoi nous devons parler dans ces dialogues. Dialoguer n'a jamais été un problème. Mais si nous devons dialoguer pour que M. Joseph Kabila reste président au-delà de novembre-décembre 2016, nous, l'UNC, nous, peuple congolais, nous ne sommes pas prêts à accompagner l'homme dans cette logique. Et nous sommes même prêts à réitérer même encore les exploits de janvier, parce que je ne cesse de le dire. Pour nous, c'était un match d'entraînement. La semaine du 19 au 25 janvier, le peuple congolais s'est entraîné et s'est même aguerri et est maintenant prêt à sortir à tout moment que le besoin se fera sentir. Si au mois de janvier c'était un match d'entraînement, apparemment les amis veulent nous amener sur un terrain de football pour un match de classement, un match de compétition où il doit y avoir un gagnant et un perdant. Si vous devez en tout cas à l'UNC, à l'opposition, faire des entraînements, je crois, c'est pour affronter la population à travers les urnes, quoi. Je ne crois pas qu'il faille faire. Mais la majorité n'est pas prête à nous organiser des élections pour des crédibles. Manifestations, pour la violence et tout ça. C'est la seule façon Mais pour si nous par de exemple, nous exprimer. si par exemple, parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent avec le problème des fichiers électoraux, les nouveaux majeurs qui doivent être intégrés dans ces élections. Cette question, par exemple, de financement, et même le fait, par exemple, de poser, il ne vous appartient pas à vous, c'est l'opposition de décider à ce que les élections locales et municipales soient postposées. Donc, ça peut se faire dans ces dialogues. Non. De tout ça, vous vous mettez d'accord pour empêcher à ce que les élections, le processus électoral soit en tout cas un processus de violence. JR, recadrons les choses, parce que ce qui se dit dans la cité et ce qui propage la majorité, c'est très grave. Quand on nous dit que nous devons être sur une table pour parler du calendrier électoral, ça c'est violer la Constitution et c'est violer même les textes qui régissent la CENI. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, est le seul pouvoir organisateur des élections. Pour que la CENI organise les élections, elle n'a pas besoin d'un dialogue. Et si dialogue doit y avoir sur la question électorale, ça doit être autour de la CENI et ça ne doit déboucher à aucun partage de pouvoir. C'est à la CENI, à la majorité, à l'opposition d'être sur une table tripartite. Nous sommes en train de réclamer à haute voix cette rencontre tripartite entre la CENI, la majorité et l'opposition pour que nous puissions toiletter le calendrier électoral qui est déjà désarticulé comme vous n'avez pas idée. Et cela n'engendrera pas une
transition ne nous amènera pas à un gouvernement quelconque de cohabitation ou d'union nationale. Donc pour nous, si dialogue doit y avoir, c'est avec la CENI pour le toilettage du calendrier électoral, laquelle CENI est le seul pouvoir organisateur des élections. Voilà. On nous parle de nouveaux majeurs, mais mon cher ami, pour qu'il y ait enrôlement de nouveaux majeurs, on n'a pas besoin d'un dialogue. La Constitution est claire en son article 5 et même dans ses préambules que la CENI a le devoir d'enrôler tout nouveau majeur pour que celui-ci participe aux élections. Ça ne demande aucun dialogue et aucun débat. Que le gouvernement disponibilise le moyen, parce que c'est lui qui a les charges de disponibiliser ces moyens, et qu'il les donne à la CENI pour que ces derniers nous organisent les élections dans de très bonnes conditions. Oui, parce que vous évoquez la CENI, nous allons en tout cas prendre une petite pause et nous rendre à la régie. On va demander à ce qu'on nous propose en tout cas un élément sur l'activité de la CENI. Il s'agit de la formation des observateurs électoraux. Et suivant, on va revenir ici pour savoir si par exemple dans le parti de Sélé Yemba, si dans l'opposition à laquelle en tout cas l'UNC appartient, si vous vous préparez déjà aussi par exemple à cette question-là de l'observation des élections. Suivant. Conseiller de la... Plusieurs discours ont ponctué cette cérémonie du lancement officiel de la Commission éducation civique et observation électorale, éditielle en sigle, c'est jeudi 9 juillet, parmi lesquels celui de la société civile AETA, dont le secrétaire général Gérard Bissambou estime que l'éducation civique et électorale va assurer l'appropriation des élections par la population et surtout permettra de changer la qualité des votes en vue de bâtir une démocratie inclusive, responsable, croissante et durable. Et ce n'est pas Freddy Bonganga qui va lui contredire. Ciel, c'est un espace d'échange entre les acteurs de la société civile. Nous, notre objectif, c'est que les lecteurs soient avertis pour qu'ils ne puissent pas voter n'importe qui. Des tests de base ont été élaborés et consacrent la pleine existence de l'édiciel. Il s'agit de l'acte constitutif réglant les modalités de la synergie des membres de l'édiciel, dont la lecture est faite par Idriss Katenga de la dite synergie et le protocole d'accord précisant les conditions de partenariat avec la CENI, lu par Jean-Pierre Kalamba, rapporteur de la CENI. Le partenariat CENI, organisation des sociétés civiles via l'édiciel ainsi scellé, l'engagement et les sérieux des valeurs sollicitées par Jérôme Lokando, du REDIC. Nous apprécions surtout la volonté de la CENI de pouvoir organiser les élections vraiment apaisées. L'ensemble de la société civile, elle était là, présente dans la signature. C'est question d'être sérieux par rapport à ce que nous avons produit comme texte. Le reste, nous avons vraiment besoin de l'engagement de l'ensemble de la population. Ainsi, le document paraphé par l'ensemble des organisations de la société civile présente. Les félicitant pour le travail abattu, le vice-président de la CENI sensibilise pour le travail à venir. Les soucis de la CENI demeurent que, par votre travail de terrain, vous puissiez aider l'organe électoral à disposer d'un programme non partisan qui l'assure qu'au moment venu, l'électorat fera des choix politiques éclairés. Ah oui, voilà. Il s'agit là en tout cas du lancement d'un programme sur l'éducation civique électorale. Je ne sais pas, la culture électorale dans ces pays, c'est pratiquement des candidats qui doivent se promener de maison à maison pour distribuer qui t-shirt, qui de panier, qui l'argent. Bon, en fait, les gens votent soit parce qu'on lui a donné un cadeau, parce que c'est quelqu'un de ma tribu. Comment faire en sorte que quand même cette culture-là puisse changer, qu'on puisse voter, élire les gens sur base des programmes. Oui, à l'Union pour la Nation congolaise, mon parti, nous avons toute une institution où nous formons nos militants, nos cadres, et aussi nous sommes en train de former même nos candidats pour que nos candidats sachent comment s'y prendre au moment opportun lors de la campagne électorale.
Donc nous propageons le message selon lequel que nous devons voter programme. Nous ne devons pas voter individu, nous ne devons pas voter tribu, nous ne devons pas voter celui qui nous a fait des cadeaux, mais nous devons voter un programme. Et l'UNC en a un. La vie et la survie du peuple congolais nous préoccupent au plus haut point que nous avons placé l'homme congolais au centre de nos préoccupations à l'UNC. Voilà pourquoi notre projet de société, notre programme est bien accueilli au niveau de la population et l'UNC est en train de prendre du volume et l'UNC est en train de se faire crédibiliser dans la population congolaise parce que nous prenons un meilleur Congo pour les années qui viennent. Quand vous allez par exemple voir vos militants et même demain pendant la campagne électorale, est-ce que vous n'allez pas faire des promesses fallacieuses, dire voilà, si vous votez un candidat de l'UNC, on va vous construire un gratte-ciel dans votre quartier, on va vous construire des Non, ponts. nous ne faisons pas de démagogie. On va commencer à distribuer les sacs de riz à chaque coin de rue. Vous ne le faites pas, vous faites comment? Non, déjà des sacs de riz et des enveloppes, nous ne distribuons pas parce que nous n'avons pas, mais aussi parce que nous ne sommes pas des acheteurs de conscience des gens. Nous prenons, nous parlons et nous critiquons. J'allais d'abord dire, nous critiquons l'action du gouvernement en faisant des propositions. Voilà pourquoi la population est en train de nous faire confiance. Et la population sait très bien que l'UNC n'a pas d'argent distribué. Et même quand nous serons aux affaires, c'est déjà bientôt en 2016, nous ne rentrerons pas dans la logique de distribuer. Il n'est pas normal qu'on aille puiser dans la caisse de l'État et qu'on prenne cet argent qu'on aille faire des dons. Il est regrettable que l'actuel pouvoir nous gère par des dons. Vous vous réveillez un matin, oh, le don de la première dame, le don du président de la République, le don du premier ministre. Non. Tout ça, c'est parce que les gens ne savent peut-être pas ce qu'ils devaient faire. Avec le trésor public, l'argent qui y est, c'est de prendre et de construire des infrastructures, de chercher comment améliorer le niveau de vie, mais ne pas prendre pour maintenant faire des dons à titre personnel. Ok, nous allons garder en tout cas la cassette de cette émission. Et si jamais Dieu exauce votre désir, votre combat d'arriver au pouvoir, on verra si vous n'allez pas agir de la même façon. Parce que quand on est dans l'opposition, on critique facilement, mais quand on arrive dans le feu de l'action politique, de gestion de l'État, souvent on fait le contraire de ce qu'on dit. On va repartir en tout cas à la régie et nous allons nous intéresser à la question des découpages, l'élection des nouveaux gouverneurs, l'installation de nouvelles provinces à travers cette activité du regroupement de parlementaires de l'Équateur à travers leur président Nicolas Arpanza qui ne jure que par l'organisation de l'élection du nouveau gouverneur devant remplacer Feu, le Alphonse Kouagao de Heureuse Mémoire qui nous a quittés l'année passée. Suivant. Les regroupements des parlementaires de l'Équateur face au prélat catholique originaire de l'Équateur. La raconte de ce mardi 7 juillet 2015 à la maison diocésaine située sur la 7e rue Limité Industrielle s'inscrit dans le cadre du combat mené depuis voici aujourd'hui 6 mois pour l'organisation de l'élection du nouveau gouverneur de l'Équateur. Nicolas Kwanza, président du REPEC, estime que seul le président de la République est l'unique voie de solution à cette préoccupation. Ça fait pratiquement plus de 6 mois aujourd'hui que la province n'est plus gouvernée parce qu'elle a perdu le gouverneur élu. Alors nous avons multiplié des contacts et nous continuons à multiplier les contacts. Aujourd'hui, nous venons d'échanger avec les prélats catholiques de la province de l'Équateur, échange sur la façon dont nous pouvons nous mettre ensemble pour parler ensemble, pour nous adresser à qui de droit, pour que la voix de l'Équateur soit entendue. Il s'agit ici de chercher des voies et moyens pour rencontrer les chefs de l'État. C'est lui le garant des institutions qui régissent ces pays. Nous voulons une solution définitive au problème de l'Équateur. Je crois bien qu'il est le seul habilité à pouvoir trouver solution à notre problème. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et le tout devient facile pour son implication réelle et effective dans tout ce que nous cherchons comme solution. Nous attendons la réponse du chef de l'État à ces mémos. Il y a les mémos des députés
la majorité présidentielle, il y a un mémo de l'ensemble des députés de la province de l'Équateur rassemblés au sein du regroupement des parlementaires de l'Équateur. Visiblement, la démarche du REPEC, qui du reste traduit les soucis des Équatoriens, semble piétiner, alors que les autorités compétentes ont toujours promis d'y trouver solution. Ah oui, ça c'était Nicolas Arpanza qui revendique en tout cas l'élection des nouveaux gouverneurs, mais nous avons suivi au niveau du ministère de l'Intérieur, on dit que non, ce serait plus possible, il faut attendre une fois pour toutes en tout cas la mise en place de nouvelles provinces. Il est prévu d'ici le mois d'août, je crois, qu'on puisse procéder au démembrement de la province de l'Équateur et d'autres provinces aussi, et qu'on procède à l'élection de nouveaux gouverneurs pour chaque nouvelle province. C'est le Yemba, c'est du bas là, on n'a pas l'argent pour les élections. Il y a encore un autre défi, installer de nouvelles provinces pour qu'on passe de 11 à 26. Je ne sais pas, vous dites quoi dans tous ces débats-là? Non, d'abord, moi... C'est prioritaire? Laissez-moi parler d'abord de ce qui se passe en Équateur. Nous avons comme l'impression, nos amis de la majorité, le respect de la Constitution n'a jamais été leur préoccupation. La Constitution dit que 30 jours après, 30 jours, dans les 30 jours qui suivent l'absence définitive du gouverneur, nous devons organiser les élections dans cette province. Est-ce que c'est parce que l'Équateur est à prédominance proche de l'opposition? Voilà pourquoi le pouvoir en place ne veut pas s'occuper de l'Équateur. Est-ce que c'est parce que Jean-Pierre Bemba est de là? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi le pouvoir en place n'a pas... Lui, Alphonse Kouyaguialo est mort il y a bien longtemps. Mais qu'à cela ne tienne, on nous amène encore un autre dossier du découpage territorial où nous devons passer de 11 provinces à 26 provinces. Nous avons dit ceci d'abord, que c'était inopportun qu'on puisse lancer les 26 provinces au même moment, quand bien même c'est la Constitution qui les prévoyait depuis 2006. Sur le plan politique, nous nous posons la question, pourquoi M. Joseph Kabila, depuis qu'il est en fonction, depuis la Constitution de 2006, il n'avait jamais préconisé l'installation des 26 provinces? Pourquoi seulement fin mandat, l'homme veut nous amener à ces 26 provinces? Nous nous disons, ça c'est une contrainte que lui a amené, ajoutée au-delà des 23 contraintes nous proposées par la CENI pour nous amener vers un couloir tellement contigu pour que les élections se compliquent et nous chutons vers un glissement du calendrier électoral pour que ces derniers restent au-delà de 2016. Mais nous nous disons que si nous étions aux affaires, nous devions commencer par segmenter des provinces une par une avec des provinces tests. Pourquoi ne pas prendre par exemple le Bandundu et que les deux Kasaï, la province du Katanga, l'Équateur patiente pour voir comment avec le Bandundu on pouvait faire? Pourquoi on n'a pas procédé par des provinces tests comme Mobutu l'a fait avec le Grand Kivu? Lorsque nous avons séparé le Maniema, le Nord Kivu et le Sud Kivu, l'idée n'était pas seulement de s'arrêter là, l'idée était d'aller un peu plus loin. L'idée a toujours été de rapprocher l'administré des administrateurs. Mais pourquoi politiquement la majorité a voulu assez que ça se fasse à la fin du mandat de Joseph Kabila? La réponse reste la même, c'est pour qu'il y ait beaucoup de dossiers sur la table, sachant qu'il n'y a pas d'argent. Ils sont en train de nous dire ainsi, pour qu'à la fin nous nous retrouvions vers un quiproquo, vers un désordre, pour que nous puissions glisser ensemble comme voulaient les autres. Mais le glissement n'aura pas lieu. Peu importe les cartes qu'ils mettent sur la table, nous allons barrer la route à tout esprit de glissement. Décidément, voir l'opposition, c'est les Yemba, vous voyez les glissements partout. Oui, nous voyons les glissements partout parce que l'homme qui devait apaiser la classe politique et la population congolaise ne l'a pas encore fait. On nous taxe de voir le diable partout. Mais c'est à Joseph Kabila de prendre son courage à main de dire devant la communauté nationale et internationale que moi, Joseph Kabila, je m'engage à organiser les élections dignement à la fin de 2016 et que je ne serai pas candidat et que je ne cautionnerai pas les glissements. JR, vous allez voir que tout le monde va baisser et les armes, nous allons tous baisser. Ok, c'est noté. Je crois qu'on vous a entendu et que le message est arrivé en tout cas à son destinataire. Nous allons finir cette émission en prenant une activité de l'OMEC, l'Observatoire des médias congolais, qui a eu une activité, la présentation d'un ouvrage sur en tout cas l'état des lieux de la presse et surtout sur la presse officielle suivant cette activité de l'OMEC. Et c'est par là en tout cas qu'on va finir cette émission.
L'audiovisuel public en République démocratique du Congo, c'est le titre de l'étude présentée ce mardi 7 juillet au public à l'hôtel Vénus par l'Observatoire des médias congolais. Le président de cette structure, Polydor Mouboyaï, a rappelé lors de son mot d'ouverture que ce livre est le résultat de 2 années d'efforts où l'équipe de chercheurs a sillonné le pays en vue de cerner les mots rongeant l'espace audiovisuel congolais et d'y suggérer des remèdes. La publication de cet ouvrage intervient à un moment important de la vie nationale, celui de l'organisation de nouveaux processus électoraux, au cours duquel les médias, comme d'habitude, auront un rôle déterminant à jouer. Prenant la parole à son tour, le coordonnateur de l'étude, le professeur Lino Pungi, a relevé l'importance de la démarche, surtout en cette période préélectorale, afin de permettre aux professionnels de la presse de se rappeler les codes de bonne conduite dans le métier et le respect de la déontologie. Comme on le voit bien, il s'agit d'une approche pragmatique qui requiert une démarche de collecte des données de terrain suivant un certain nombre de techniques. Pour ce qui nous concerne, cette démarche a été essentiellement de type ethnographique, privilégiant les entretiens de face à face et l'observation, sans toutefois sacrifier la documentation. Dans chaque lieu visité, les chercheurs ont eu à rencontrer des opérateurs et acteurs des médias, mais également des autorités publiques. Il ressort de cette étude que la situation actuelle de l'audiovisuel de service public en République démocratique du Congo, en dépit des déficits relevés, n'est pas fatale, mais des progrès restent à réaliser quant au traitement de l'information et de la qualité des professionnels, souvent considérés comme le nœud gordien du problème. Ah oui, le docteur Seleyemba, vous venez d'aller suivre un peu l'état des lieux de l'espace audiovisuel congolais, le rôle des médias, le poste électoral. Il y a des points forts, il y a des faiblesses. Comment vous jugez le travail de la presse? À qui est-ce que vous allez donner carton rouge, jaune, vert? Et on boucle par là. Merci beaucoup, J.R. Permettez-moi d'abord de saluer le travail combien important abattent nos amis de la presse, écrite, audiovisuelle, audio, si je peux les rassembler, et tous. Vraiment, nous saluons le combat qui est le vôtre parce que c'est vous qui nous permettez que nos voix arrivent très loin et que la population sache ce qui se passe. Mais permettez-moi aussi de fustiger ce que nous voyons dans les médias publics, ce que nous voyons à la RTNC. Chers frères, c'est quand même grave. Chaque matin, à la RTNC, il y a des gens soudoyés pour cribler les opposants, les injurier, je pèse bien mes mots, les injurier avec l'argent du contribuable congolais. Il y a des journalistes vraiment sous l'œil regardant et impuissants, si pas complices, du ministre des médias, de toutes les institutions. Les PGR apparemment ne voient pas comment on est en train de salir des hommes d'État qui ont vécu, comment on est en train de salir les opposants, même dans des histoires qui ne sont pas intéressés directement. C'est aussi le lieu pour moi aujourd'hui. Pourquoi à la RTNC, notre média public, les opposants n'ont pas droit de parole? Mais jusqu'à quand? En plein 2015, Joseph Kabila fait un mandat. Vous pouvez me citer un seul opposant que vous voyez à la chaîne nationale. Pourquoi? Nous n'avons pas le droit de porter nos réflexions à la chaîne nationale pour que tous les Congolais suivent. C'est 2 poids 2 mesures. Peut-être vous ne faites pas la demande. Vous êtes très sûr. Et comment j'arrive ici? Et comment je suis presque dans les autres médias? Vous êtes sûr que nous ne faisons pas les demandes. Nous lançons toujours des invitations. On ne fait pas les procès de la chaîne officielle ici. Merci beaucoup en tout cas d'être passé pour commenter l'actualité avec nous. Et il y a beaucoup de gens qui nous demandent un peu les informations sur notre confrère Mike Mukebai. Officiellement, Mike Mukebai, en tout cas, il lui reste moins d'1 semaine en prison et qui est au courant de ces mois de juillet. Il doit en tout cas exactement, je crois, les 17, il doit sortir de la prison. Il a tout mon soutien. Et voilà, là où il est vraiment, en tout cas, nous le saluons et nous l'encourageons davantage. Ainsi que Daniel Safou qui croupit aussi dans le Bas-Congo. Voilà, pour les journalistes, qui n'est même pas une infraction. Les journalistes mènent à tout. Et voilà, nos confrères ont eu des difficultés. La liberté de presse n'est pas respectée dans notre pays. Espérons qu'un jour ça changera.
Merci beaucoup à Bruno Zinga qui nous a conduit en tout cas de venir mettre dans la réalisation de cette émission. Merci une fois de plus à Sele Yemba qui est passé nous voir sur ce plateau de la semaine d'image. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous nous retrouvons dimanche prochain pour un nouveau numéro de la semaine en image. Dans l'entretemps, restez fidèles.